Merci à tous d'être ici autour de la table. On va revenir peut-être, Alain Durand, docteur Durand, sur cette génération sans carie. Pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut que des praticiens accueillent dans leur cabinet des jeunes patients. Comment vous voyez les choses? Parce qu'on entend dire parfois que des praticiens sont un peu réticents. Alors vous me dites accueil, le problème c'est que certains ne les accueillent pas. Ils refusent de les prendre, pourquoi? Parce que ça demande du temps médical, l'accès est long, il faut prendre en charge le patient psychologiquement, prendre en charge les parents souvent aussi, leur expliquer un petit peu comment ça va se passer, et certains refusent parce que ce n'est pas assez lucratif, ce qui est très dérangeant sur le principe de santé publique. On a aussi un gros problème avec des, je ne citerai pas, des inscriptions en ligne... sur des plateformes connues qui permettent, oui, des plateformes très connues qui se permettent de mettre des croix en disant moi j'accepte pas les patients qui ont au-dessous de 11 ans, au-dessous de 15 ans, au-dessous de 18 ans. Alors je le conçois si on avait une spécialité de gériatrie, je le conçois, de gérodontologie, je le concevrais. Mais là ça n'est pas possible, ce qui fait que des praticiens qui sont considérés comme généralistes ne doivent pas refuser un patient. C'est un refus discriminatoire et on incite vraiment à ce moment-là les personnes à porter plainte pour refus discriminatoire. Et ça passe devant les conseils de l'ordre parce qu'on ne veut pas que soit exclue toute une frange de la population parce que c'est une visée à court terme de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils ne vont faire que du soin conservateur et non du soin qui va permettre de faire du préventif, alors qu'on se bat pour la prévention et c'est pour ça qu'on est venu soutenir l'UFSBD, bien entendu. Et du côté des syndicats, Patrick Solera, qu'est-ce que vous dites à vos adhérents? Vous leur dites, jouez le jeu, allez-y. Il faut, même si ce n'est pas dans vos habitudes, il faut prendre en charge ces jeunes patients? Notre rôle est de soigner tous les patients, donc on est obligatoirement dans une espèce d'obligation de recevoir ces patients-là. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets, même dans des zones non prioritaires, surdotées et autres, sont quand même bien chargés en praticiens, en patients, pardon. Et donc, il va falloir rajouter cette patientèle-là existante à notre patientèle de file active. Et l'assistant dentaire qualifié de niveau 2 aurait permis justement d'avancer dans ce dossier et permettre au cabinet d'avoir un fauteuil dédié à cela et d'avoir pleinement une action positive en ce sens. Mais vous savez qu'avec tout ce qu'il y a eu comme remaniement au niveau ministériel ces derniers temps, ce dossier est actuellement un petit peu en stand-by et c'est vrai que c'est compliqué d'envisager, on va dire, une activité de praticien avec Génération Sans Carie dans ce programme-là sans avoir l'aide opérationnelle d'une assistante dentaire qualifiée de niveau 2. Donc on est impatient de concrétiser ce projet qui date maintenant depuis plus de 10 ans. Et puis après, il y a le problème de comment faire venir ces patients-là dans nos cabinets, puisqu'on ne va pas se mentir, 40% du programme MT Dents, ce sont quand même des patients que nous voyons habituellement, puisque les parents se font soigner dans nos cabinets. Donc le but est quand même de faire venir les 60% entre guillemets les plus défavorisés, puisque beaucoup sont dans des milieux sociaux défavorisés, dans nos cabinets. Et là, il y a trois freins majeurs, c'est-à-dire que est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est vraiment les facteurs socio-économiques avec un accès, un recours aux soins qui est compliqué? Ou est-ce que c'est un manque de motivation du patient ou des parents? Donc ces trois aspects-là, il va falloir les aborder un jour ou l'autre de manière très constructive. Faire peut-être des enquêtes auprès des parents et des enfants sur les raisons qui les poussent à ne pas venir dans nos cabinets, justement dans le cadre de MT Dents. Et puis bon, faire MT Dents est une sorte d'un outil, d'un coup de pouce incitatif sans contrainte financière. On appelle ça un nudge en anglo-saxon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut en même temps avoir un programme, une politique santé bucco-dentaire beaucoup plus incisive, beaucoup plus responsabilisante. Et c'est vrai que le marketing social qui doit s'adresser à ces patients-là qui ne viennent pas doit être efficace, doit vraiment aller vers, justement, on doit aller dans les écoles, il doit y avoir dans les cours d'SVT des professeurs qui donnent des cours justement concernant la santé bucco-dentaire. Il doit aussi y avoir des infirmières scolaires, périscolaires qui doivent aussi participer. Tout le monde doit participer à ça. Ce n'est pas uniquement dentaire, uniquement des dentistes ou des assistants dentaires, il doit y avoir un tas d'acteurs, même des responsables, on a vu dans l'implantation, des responsables qui sont dans des clubs sportifs, dans des associations de terrain, avoir donc un discours, des ateliers qui sont organisés dans ces associations pour justement responsabiliser les parents de ces enfants qui ne viennent pas. Donc il y a vraiment un programme énorme à mettre en place et pour aboutir, je pense, à quelque chose on appelle ça la littératie, c'est-à-dire que chaque individu
analyse concrètement et fasse en sorte d'être motivé pour prendre soin de sa santé bucco-dentaire et santé orale. Professeur Descroix, Vianney Descroix, comment ça se passe dans les facultés dentaires? Est-ce qu'on peut sensibiliser, former, insister davantage auprès des étudiants à cet enjeu de prendre en soin les plus jeunes? Alors, d'abord, ça se fait depuis très longtemps. Je pense que tous les chirurgiens dentistes qui sont ici ont été formés à l'odontologie pédiatrique, ont été formés à la prévention, et que là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étudiants, en tout cas formés sur le sol français et dans une UFR française, qui n'ait pas eu pendant son cursus, soit en premier cycle et évidemment en deuxième cycle lorsqu'il est confronté à la clinique, des populations pédiatriques à la fois d'enfants qui ne présentent pas de pathologie générale et qui n'aient pas été confrontés à l'enfant souffrant de handicap par exemple. Donc clairement, sur les 21 facultés de chirurgie dentaire en France, 100% de nos étudiants sortent avec une formation très médicale en odontologie pédiatrique. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est peut-être un travail un peu différent d'accueillir un jeune, ses parents, etc. Alors oui, on peut aller plus loin et c'est l'ambition des réformes des études sur lesquelles nous travaillons actuellement. De repenser les programmes pédagogiques avec des programmes qui soient modernisés du 21e siècle et pas du siècle précédent, même si le siècle précédent était intéressant. Évidemment, pardon, Patrick. Oui, beaucoup du siècle précédent. Plus sérieusement, effectivement, un des enjeux majeurs de la réforme des études dans laquelle nous sommes aujourd'hui est de repenser la formation initiale, de premier comme de deuxième cycle de nos étudiants, avec une approche beaucoup plus médicale. Patrick l'a dit, et le président du Conseil national de l'ordre aussi, c'est-à-dire que la prise en charge des enfants ou la prise en soin des enfants est complexe. Aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes pédagogiques, on a des nouvelles aussi méthodes d'approche psychocomportementale de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est pensé largement par les universités. Je voudrais qu'on entende le docteur Patrick Rouas. Donc, est-ce que cette nouvelle dynamique dont on parle depuis ce matin, comment elle peut rejaillir sur vous les spécialistes? Comment vous voyez les choses? Ce qu'il faut, enfin, je pense, ce qui est important, en fait, c'est, comme on l'a dit précédemment, il faut que les patients donc, viennent, accèdent à nos cabinets, donc ça c'est un point qui est extrêmement important. Et ensuite, au niveau des praticiens, voilà, il faut qu'il y ait une image positive, dynamique, comme Madame Cazeneuve le disait, positive, donc, qui fait que, au niveau de la structure dentaire, on est heureux d'accueillir les enfants, on va les prendre en charge et on va les suivre, etc. Et je trouve que souvent aujourd'hui, quand on arrive à toucher ces personnes-là et qui arrivent dans nos cabinets dentaires, eh bien, ils sont contents, en fait. C'est pas du tout l'image qu'ils en avaient, et ils ont envie de poursuivre l'aventure ensemble. Et je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Et on peut en faire des ambassadeurs, peut-être, c'est ce que vous dites Effectivement, ouais. Non, mais complètement. Au niveau scolaire, ils en parlent, ils discutent. Alors, on a l'habitude, hein, toutes les personnes qui sont en odontologie pédiatrique, on valorise les efforts de l'enfant au niveau des soins, ils repartent avec leurs petits cadeaux, enfin, etc. Enfin, bon, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte dans la prise en charge de l'enfant. Mais ils diffusent après dans les écoles une image positive, enfin à mon sens, de la visite chez le chirurgien dentiste, outre le fait que voilà, hein, ils repartent avec moins de problèmes, un sourire amélioré s'il y avait des problèmes à ce niveau-là, etc. Est-ce qu'il faut une spécialité est-ce qu'il faut être forcément spécialisé en pédiatrie pour prendre en charge, pour gérer ce défi là qui est devant nous? Alors. C'est un vaste sujet et on n'a pas toute la journée, alors, mais un peu quand même. On s'est battu, on a monté des dossiers effectivement pour demander une forme de spécialité donc, de l'odontologie pédiatrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un nombre important d'odontologistes pédiatriques exclusifs, enfin croissants plutôt, qui prennent en charge les enfants de manière exclusive. Il y en a dans la salle. Ce n'est pas mon cas. Hein. Moi, je suis omnipraticien, donc à forte tendance pédiatrique. Donc c'est un abord qui est différent. Mais les deux doivent travailler de concert. Et ensuite, on a également l'omnipraticien pur qui doit aussi recevoir les enfants. Et ce que j'ai envie de dire, et qui je pense est un des messages que je vais essayer de faire passer encore tout à l'heure, c'est que les clés de tout ça, c'est véritablement de mettre en place un diagnostic très précoce. Donc de voir les enfants relativement tôt, de faire passer les messages,
diagnostic précoce, prévention et prise en charge minimalement invasive lorsqu'il y a des problèmes. Et entre les deux, on a de la rémunérisation, on a des prises en charge qui sont non invasives, de la maladie carieuse par exemple, ou d'autres pathologies. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à mettre en place. Et véritablement, le diagnostic précoce, pour moi, c'est essentiel. Et ça implique donc des visites régulières. Et donc forcément, on est très heureux d'avoir des examens bucco-dentaires qui vont devenir annuels, parce que les gens... Il y aurait une régularité. Voilà. Professeur Le Gall, comment vous voyez les choses de votre point de vue? Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Heureusement, bien évidemment. Mais encore. Alors, moi, en tant que, on va dire, spécialiste en orthodontie, il y a 2 casquettes. Celle-ci est celle de chef de service en ODF et en odontologie pédiatrique. On a la chance, nous, dans le monde orthodontique, de voir les enfants et de les suivre pendant un laps de temps que personne n'a la possibilité de le faire. Donc là, vous avez des soins spécifiques qui sont faits, mais parfois, vos patients disparaissent des radars. Nous, on a la chance de les suivre, pas forcément pour les traiter, mais je dirais dans cette notion d'interception et en fonction des âges dentaires, de les voir à différentes périodes de vie, qui fait que nous sommes les premiers, en gros, déclencheurs d'alerte en cas de problème carieux. Et c'est le rôle, je dirais, de l'orthodontiste, je dirais, dont c'est la spécialité, d'alerter les parents sur ces consignes-là. En milieu hospitalier, vous parliez de la spécificité, on n'a pas attendu qu'on donne des consignes pour orienter les patients et avoir le comportement adapté. Ça, c'est la volonté de chacun dans des services. Venez à Marseille, vous verrez que tout dans le volet psychosocial, tout ce qui est l'encadrement des parents, l'information est donnée. Donc ce n'est qu'une volonté locale. Ce n'est pas parce qu'il y a le politique qui est là derrière et donne des consignes. Ça c'est souvent comme ça que ça se passe. Le politique, donne des lettres, de mission, et après aux autres d'exécuter. Mais ça se fait, il faut venir sur le terrain, ça se fait bien avant, y compris dans les cabinets. Donc il ne faut pas attendre que les politiques donnent des lettres de mission. C'est fait déjà localement. Et où commence l'omnipraticien, où ça finit quand on parle d'orthodontie? Parce qu'on entend parler de formation, pas express, mais presque, à l'orthodontie. Vous avez exactement dit le mot. Moi, je ne pense qu'aux spécialistes. Voilà, je suis désolé de le dire, ma formation, c'est le Sexmo, j'encadre des internes, donc je ne vois qu'au travers de cette filière-là. On n'a pas les moyens actuels, les pouvoirs publics ne donnent pas les moyens pour avoir plus de spécialistes. Donc ça passe soit par des commissions de qualification, nous avons ici le président de l'ordre, et des commissions de qualification qui donnent des avis, qui ne sont pas forcément suivis par le conseil de l'ordre, et parfois on aimerait savoir pourquoi ça n'a pas été suivi. Donc on a quand même des personnes assez compétentes qui donnent ces avis-là. Vous avez multiples formations privées qui sont des formations privées d'ordre théorique, sans véritablement suivi au sens clinique. Et enfin, vous avez des outils qui sont soi-disant miraculeux, qui arrivent sur le marché, qui donnent une sensation d'abord facile. On parle de gouttière, technique gouttière invisible, ou pseudo-invisible, qu'importe. Mais cet outil semble tellement miraculeux qu'il semble être à la portée de tout le monde. Et c'est un danger. C'est un danger parce que, automatiquement, la notion initiale de diagnostic n'est pas prise en charge et il y a un manque fondamental de formation initiale et d'avoir des outils adaptés. Il n'y a pas un seul outil pour traiter un enfant. Et je le montrerai cet après-midi. Ce n'est pas possible de l'envisager sous cet angle-là. Donc forcément, il y a un message de santé publique parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une prise en charge précoce qui va nous donner automatiquement une génération sans besoin de traitement orthodontique tardif. C'est une erreur que de le penser comme ça. Il y a véritablement il y a des soins qui sont abusifs dans le monde, global de l'orthodontie et qu'il faut aussi révéler et souligner. Donc l'omnipraticien a tout son rôle à jouer, peut-être docteur Donat là-dessus, tout son rôle à jouer pour détecter, pour amorcer tout un parcours, mais il faut aussi savoir laisser la main à un moment. Bien entendu. On parle de en faire une réalité collectivement. Moi, j'aurais envie de transformer l'adverbe en substantif, réalité collective. Alors, réalité pour le praticien, on l'a dit, avec tout le parcours de soins, mais pour le patient aussi. Et là, on a un besoin de cohérence. N'est-ce pas ? Tout à l'heure, on évoquait cette classe d'âge particulière des jeunes adultes. Vous avez eu, en ce moment, vous ouvrez la télévision, vous voyez un spot de pub sur mon bilan prévention. Excellente initiative. Excellente initiative.
Et ce bilan de prévention, aux âges clés de la vie, concernera évidemment une partie de la population de la génération Sankari, notamment les 18-24, et puis les parents des enfants qui vont nous amener leurs gamins, et on le souhaite, le plus largement possible pour pratiquer cette BD. Et pour autant, ce bilan aux âges clés de la vie, n'est-ce pas, est rappelé comme étant totalement gratuit dans toutes circonstances, puisqu'il est 100% remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Vous voyez que là, déjà, tout de suite, on observe que, déjà, on a un premier frein, c'est, mais je ne comprends pas, moi, j'ai fait mon bilan de prévention chez mon médecin, et pourquoi vous, chez le chirurgien dentiste, je vais devoir dégainer ma carte de mutuelle ? Vous voyez, ça se complique déjà tout de suite. Ce besoin de cohérence générale fait pour moi référence à cette réalité collective que nous devons assumer. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, on peut y arriver, mais vous avez compris qu'il y avait aujourd'hui beaucoup d'obstacles qui nous séparaient de cette réalité collective. Et comment on fait dans ce contexte de démographie tendue ? Qu'est-ce que vous dites, vous, aux praticiens sur le terrain, qui sont déjà bien occupés ? Alors, il est clair que dans certaines zones, on a des zones de très forte tension, tension démographique effectivement, qui sont d'ailleurs pas simplement rurales. On a le problème en périurbain, on a même le problème maintenant en urbain très clairement, puisque vous le savez, et même si on ne raisonnera jamais en termes de densité professionnelle, il y a effectivement des zones particulièrement sous-dotées pour lesquelles on a mis en place, notamment au niveau conventionnel, des outils veillant à rééquilibrer un petit peu la situation. Alors, je ne dis pas que les choses, là aussi, iront demain matin beaucoup mieux. Ça s'inscrit sur une longue durée, mais au moins de ce point de vue-là, les choses sont faites pour essayer de rééquilibrer la répartition des professionnels. Pour ce qui est de la suractivité, entre guillemets, constatée, ça n'exclut pas, ou ça n'inclut pas nécessairement de devoir, je dirais, rejeter une partie de la population qui souhaiterait nous consulter. Là, je rejoins totalement ce qui a été évoqué précédemment et l'avis du président du Conseil national de l'ordre. Nos jeunes patients méritent la même place que leurs parents et leurs grands-parents dans nos cabinets dentaires. Monsieur le président de l'UFSBD, docteur Perrier, on l'a dit un peu ce matin, il y a des actes préventifs qu'on peut faire, des actes cliniques peu invasifs, mais certains praticiens, peut-être les jeunes praticiens, sont réticents à les exercer. Je crois que c'est ce que vous avez constaté. On a effectivement ces actes préventifs qui ne sont pas nouveaux. Il y a certains qui sont arrivés il y a quelques années, mais les scellements de sillon, par exemple, sont des actes assez anciens. On voit qu'il y a du mal à les approprier vraiment dans ce quotidien, à se projeter vis-à-vis du risque carré individuel, qui est quand même à évaluer systématiquement dans le cadre des examens bucco-dentaires là-dessus. Et donc, il y a des grilles HS qui sont très bien faites. Pour une fois, c'est très simple, c'est très clair, mais souvent, il y a un problème du passage à l'acte et de confiance en soi. On voit qu'il y a presque un stress, même chez les jeunes, on a fait des focus groups chez des jeunes, ils ont un stress sur les actes de prévention, ils ont de temps en temps de faire mal en faisant des actes de prévention, de mal les maîtriser là-dessus. Il y a une question d'expérience, de monter aussi en expérience qui est importante, mais ça nécessite effectivement des accompagnants. Alors, chez les jeunes, il y a ce stress, mais il y a des praticiens après seniors. On voit très bien dans les données, notamment qu'a analysé l'assurance maladie, il y a des profils qui le pratiquent de manière très régulière et d'autres où ce n'est pas inclus dans leur pratique parce qu'ils ne sont peut-être pas passés, parce que le praticien souvent est seul dans son cabinet, il sort peu de son cabinet aussi, ils ne sont peut-être pas passés, ils ne sont pas sortis de leur cabinet d'aller voir autre. Donc il faut aller chercher les patients, mais il faut aller aussi chercher les praticiens pour les accompagner dans les évolutions, leur formation continue. Ce n'est pas des actes en plus qui sont stressants, qui sont des actes là-dessus qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Donc je ne pense pas que c'est un biais technique, c'est effectivement un biais culturel, à travailler, donc à l'université, mais aussi dans la formation continue, où on a à faire progresser ces pratiques-là, qui, quand on voit dans les données vraiment du SNDS, c'est pas évident dans le quotidien, dans la plupart des cabinets. Et à l'université, comment ça se passe, professeur Descroix? Est-ce que vous sensibilisez les étudiants à des actualités nouvelles, ou est-ce qu'il y a une inertie un peu plus longue que ça? À l'université, il y a d'autres enjeux qui correspondent à des maquettes de formation dans lesquelles nécessairement, évidemment, les nouveautés sont incluses. C'est-à-dire que l'université porte quand même le projet d'une médecine fondée sur les preuves. Donc,
il y a nécessairement dans nos maquettes de formation des remises à jour systématiques. Et ce que dit Benoît Perrier est intéressant, c'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec le CNP de chirurgie dentaire, le travail il est collégial. Il y avait évidemment la Société française d'odontologie pédiatrique, il y avait la présidente du collège d'odontologie pédiatrique, c'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes universitaires et qui enseignent, et qui sont là aussi pour faire avancer les maquettes pédagogiques. Donc sans doute que les jeunes générations de praticiens n'ont peut-être pas toujours accès à tous les actes ou à toutes les façons de faire. Pour autant, c'est enseigné au sein des UFR. Docteur Durand, un petit rebond, Oui, et puis après on ira retrouver Michel Le Gall. Je voulais juste intervenir sur une chose. Sortent des facultés françaises à peu près 1200 praticiens, je veux dire, qui s'inscrivent, pas que des universités françaises, mais principalement de la France, 1200 personnes. Il y en a 1300 qui arrivent actuellement, qui s'inscrivent, qui viennent des pays de l'Union européenne ou des PADU, c'est-à-dire hors Union européenne. Le gros problème, c'est qu'on nous admet maintenant tout et n'importe quoi, avec des diplômes qui n'ont pas du tout le niveau des universités françaises, et on nous oblige à les prendre en charge. On va essayer actuellement au Conseil de l'Ordre de bloquer ce système pour voir s'il y a une équivalence de formation, et dans l'autre cas, demander aux universités de complémentariser leur formation. Et je pense que la prévention aurait largement sa place là-dessus, et d'ailleurs, avec Vianney, on en a discuté, on va essayer de mettre cette plateforme en place, c'est-à-dire que il y a une reconnaissance automatique des diplômes, que vous le sachiez, une reconnaissance sur l'ensemble de l'Union européenne. Même des PADU, maintenant, ils sont en train d'essayer de nous faire rentrer ça. Les gouvernements essaient de nous faire rentrer des hors Union européenne, avec de la Libye, la Syrie, l'Algérie, enfin d'autres pays qui n'ont pas notre formation. Notre but, ça serait de créer d'abord une liste d'aptitudes. Comme ça, on aurait une reconnaissance du diplôme. On va contrôler, parce que nous avons beaucoup de faux diplômes qui arrivent actuellement sur le territoire. Une fois qu'on aurait contrôlé ce diplôme, on va demander aux universités ou à des sachants de contrôler le niveau de formation de ces praticiens. S'ils n'y répondent pas, ils passeront en université pour se complémentariser dans leur formation. Il est sûr que la prévention a une très grosse place à tenir là-dedans, et que je peux vous dire, dans 90% des autres pays de l'Union européenne, rien n'est fait au niveau de la prévention. Sur la prise en charge des enfants, c'est la même chose. On l'a observé sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, rien n'est fait. C'est désastreux, il faut se battre là-dessus de façon à ce que tout le monde ait un accès préventif sur l'ensemble de la population. Et finalement, ce que vous dites, c'est pas parce qu'on a une pression forte sur le nombre de praticiens qu'il faut baisser le niveau d'exigence, c'est ça? C'est exactement ça, il ne faut pas baisser la qualité. Moi, je préfère avoir, 1500 personnes qui vont rentrer en France, au total, je veux dire, 1200, mettons, français ou 1100 français, parce qu'il peut y en avoir quelques-uns qui ne sont pas bien passés à travers les fourches codines. Mais avoir des gens compétents, il vaut mieux qu'ils sachent soigner les patients et bien les prendre en charge, que d'avoir 2000 personnes qui vont être inaptes à soigner. Enfin, sur les 2000, il y en aura plus de la moitié qui seront inaptes à soigner. On met en danger les patients et il y a une perte de chance pour les patients. Et là, la prévention, si on ne fait pas de la prévention, il y aura une perte de chance sur la vie dentaire, la vie orale du patient. En rappelant qu'on parle aussi de Français qui vont se former dans d'autres pays. C'est la même chose. Voilà. Je parle de diplôme européen. Ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question, bien entendu, culturelle, tout ça, on peut passer. Je parle simplement de gens qui vont se former à l'étranger et qui n'ont pas les mêmes formations qu'en France. Et cette reconnaissance est ridicule. Je voudrais qu'on revienne vous voir, professeur Le Gall, sur l'éducation fonctionnelle. Ça, c'est peut-être un levier d'action intéressant à rappeler pour les omnipraticiens. Alors, on parle d'éducation fonctionnelle, moi je parlerai surtout de fonction, et d'évaluer cette fonction et cette dysfonction et parafonction, qui est la clé d'entrée de toute personne, je dirais, non spécialiste. Ça, on en verra quelques exemples cet après-midi. C'est une chose essentielle que de regarder les troubles de l'oralité dans leur globalité. La première des fonctions, c'est la ventilation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors on peut faire l'analogie avec le temps qu'on peut passer, je dirais, à ne plus respirer, boire ou manger. Et vous voyez très bien que dans le maximum de cette salle, je pense qu'à 2 minutes, tout le monde commence à s'étouffer. Donc la dysfonction, je dirais, est ventilatoire et la chose à observer dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Et tout un chacun, et c'est enseigné dans les modules d'orthodontie, modules de pédo aussi, c'est enseigné, je dirais, ces fonctions. La seconde, bien sûr, c'est la déglutition, qui semble être la première, mais non. La déglutition est dépendante de la ventilation. Et enfin, la mastication, bien sûr, et la phonation, qui est parfois la porte d'entrée et l'élément qui dissonne et que les parents évaluent les premiers.
Parce que quelqu'un, bien sûr, qui a un défaut de langage, c'est la première des choses pour lesquelles on s'inquiète, alors qu'un défaut de ventilation, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais ce n'est pas souvent dépisté suffisamment tôt. Donc les omnipraticiens ont un rôle à jouer là-dessus. Capital, essentiel, je dirais, essentiel. Benoît Perrier. Effectivement, on voit dans les chiffres, là, on voit des jeunes de plus en plus tôt. Et c'est là justement où il faut agir et détecter. Donc ça veut dire qu'on va avoir des changements de pratique aussi derrière, parce que ces jeunes-là, on ne les voyait pas il y a quelques années. Donc il faut qu'on se remette en cause dans nos diagnostics, pour les bilans, et puis aussi qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner effectivement sur les corrections fonctionnelles des fonctions. Donc il y a un vrai effort qu'on a à faire dans notre profession ici, effectivement, de upgrade en fait, de nos pratiques, puisque la population change, et elle a commencé à changer. On voit que les 3 ans montent fortement, donc c'est des enjeux sur lesquels notre exercice aussi va changer grâce à ça. Si l'exercice ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ce cas-là. Alors, point particulier aussi qu'il faut noter, c'est qu'il faut que les médecins, pédiatres notamment, soient en accord avec nous. Et parfois, il y a une grosse dissonance parce que l'impact d'une dysventilation sur le développement d'un enfant, c'est connu. Maintenant, c'est avéré depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années, mais certains pédiatres n'ont pas encore passé le pas. Et quand on leur parle des impacts d'une dysventilation chez un jeune enfant, la prise en charge médicale n'est pas forcément en accord avec le souhait du soignant, chirurgien dentiste ou orthodontiste. Et puisqu'on parle un peu de l'approche interpro, Patrick Rouas, docteur Rouas, est-ce que vous travaillez avec d'autres soignants, libéraux ou à l'hôpital, qui ne sont pas dans le champ de la santé bucco-dentaire directement, alors qu'ils peuvent y concourir? Je pense aux nutritionnistes, par exemple. Non, tout à fait. Enfin, tous les professionnels de santé travaillent en équipe, en multidisciplinaire. Approchez bien le micro, oui. Voilà. Pardon. Tous les professionnels de santé travaillent en équipe multidisciplinaire. Enfin, tout le monde a l'habitude de ça. C'est vrai que dans notre domaine, peut-être encore plus, on peut adresser des patients vers des pédopsychiatres, on peut vers des nutritionnistes et ce genre de choses. Encore une fois, je reviens peut-être et complète ce que j'ai dit tout à l'heure sur la spécialisation. Il faut bien comprendre au niveau des omnipraticiens que les odontologistes pédiatriques exclusives ne pourront pas en fait assurer l'ensemble de la prise en charge des enfants et des adolescents du territoire. C'est pas possible. Donc en fait, ils sont importants, c'est essentiel. Ils sont là dans des cas plus complexes, ils sont là pour prendre les patients, mais il faut que l'omnipraticien également fasse son travail, sa prise en charge, et encore une fois, avec des diagnostics précoces, des interventions qui arrivent rapidement, on se rend les choses faciles, et les soins bucco-dentaires chez l'enfant, qui ne sont pas forcément invasifs, lorsqu'on les met en place très tôt, et bien à ce moment-là, tout est simple, tout est facile, il n'y a pas de problème. Et le fait de voir, encore une fois, régulièrement ces patients permet de mettre en œuvre ce genre de prise en charge. On a beaucoup parlé des invisibles, comment aller en leur direction, l'aller vers. Benoît Perrier, je crois qu'à l'UFSBD, il y a quelques pistes de réflexion qui ne sont pas aujourd'hui concrètes, mais notamment autour de la prise en charge du dentifrice, pour lever certains obstacles. Alors, il y a différents axes. Déjà, vers les populations, si on veut parler, effectivement, il y a un travail aussi à faire avec les structures, avec France Asso Santé, avec d'autres structures de représentation des patients. Donc ça sera un autre volet aussi à développer. Là, aujourd'hui, on est très centré sur le lancement pour la profession. Il va y avoir des volets complémentaires à mettre en œuvre vers différents publics. Les autres professionnels relais, le milieu scolaire, ça a été évoqué. Donc il y a toutes ces mesures qui arrivent derrière. Là, aujourd'hui, on se sent déjà pour former, accompagner la profession. Et il y a des mesures aussi qui dépassera le cadre effectivement conventionnel. Quand on parle notamment de l'accès, donc il y a des mesures sur les mesures de l'alimentation. On soutient très fortement notamment le nouveau Nutri-Score qui actuellement est en danger, qui est très favorable parce que c'est un indicateur très simple en fait quand vous faites des observations de consommateurs dans les supermarchés, l'impact que ça peut avoir. Et la nouvelle version est très favorable à la santé orale, on va dire derrière à la prévention. Donc là nous on soutient ces démarches-là. Et puis il y a les questions d'accès aux produits d'hygiène bucco-dentaire. On a des problèmes sociaux effectivement sur les pathologies bucco-dentaires, c'est les populations avec des gradients sociaux faibles qui sont les plus à risque là-dessus. Et donc c'est ceux qui peuvent avoir le plus de difficultés quand on discute avec le Secours populaire ou d'autres structures. Effectivement, la question de l'achat de ces produits d'hygiène, c'est une vraie question au quotidien pour ces familles-là, où c'est un choix de savoir est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on se prive une journée pour acheter ce dentifrice.
Il y a aussi la question sur les publics à haut risque, des personnes handicapées par exemple, sur les dentifrices à haute teneur en fluor. Donc il faut qu'on arrive à avoir un système qui favorise l'accès pour tous déjà. Les questions de TVA, c'est des questions à se poser. On est à 20% sur un dentifrice de manière courante. Et ensuite, c'est derrière d'avoir une prise en charge sociale, peut-être des remboursements ciblés sur des populations, que ce soit par rapport à des pathologies, le handicap, ou que ce soit aussi au niveau social. Par exemple, pourquoi pas les patients C2S, sur prescription d'un chirurgien dentiste, pour maintenir le lien ou instaurer le lien régulier avec le praticien. C'est des mécanismes aussi à faire, on va dire, au niveau social. On a fait ce matin plusieurs comparaisons avec d'autres pays. Parfois, on compare avec d'autres pays qui ont rendu la prévention obligatoire. Est-ce que ça, c'est une piste qu'il faut creuser ou pas? Docteur Donat, je vous vois réagir. C'est une piste qu'on a explorée, on y a pensé, on espérait mettre en place une sorte de parcours vertueux. Vous voyez, je peux vous dire que le lever de bouclier des associations de patients a été immédiat. Du style, on est déjà puni par la pathologie, vous n'allez pas nous punir 2 fois en nous imposant un parcours de soins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez, je comprends, cette réaction, elle est assez légitime. Ça veut dire que c'est pas tellement dans l'esprit latin ou dans l'esprit de notre, ou même dans les fondamentaux de notre système de santé. Pour autant, il y a des vaccins qui sont obligatoires, par exemple. Alors, certes, mais l'examen de prévention à 6 et 12 ans, il est obligatoire. Ouais, c'est inscrit dans la loi. Alors, je ne sais pas ce que l'amendement gouvernemental, parce qu'il va falloir peut-être très légèrement le modifier encore, prévoit sur ce thème-là, mais dans la loi, l'examen de prévention à 6 et 12 ans est obligatoire. Donc, c'est bien quelque chose. Vous voyez, la notion d'obligatoire, dès lors que derrière, il n'y a pas effectivement une effectivité, un contrôle effectif, il n'y a pas d'obligation. Ça rend les choses un petit peu plus complexes. Ça ne veut pas dire que le message ne doit pas, effectivement, aller vers une sorte de passage obligé, ce qui n'est plus tout à fait l'obligatoire, mais l'obligé comme étant quelque chose qui est nécessaire pour son bien-être, sa santé, et ne jamais dissocier santé orale de santé générale. Ça, c'est vraiment le message clé aussi. Et dans l'immédiat, on a bien compris qu'on est dans l'incitation. Docteur Perrier, puis après on ira voir les questions-réponses. Juste rebondir, c'est effectivement une question culturelle. Il y a des systèmes de société, mais c'est un engagement de la société, où la prévention, elle est imposée, elle est même subie dans un sens aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, même du praticien. Je ne pense pas que dans notre système en France, on soit dans cette culture-là. Le système suisse, par exemple, il n'y a que la prévention qui est remboursée. Donc, si vous faites ça en France, je ne pense pas que la représentation des patients sera effectivement favorable. Donc, il faut faire avec notre société. C'est ça qui est important. C'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'étranger, mais après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi collectivement en société.